Bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, est-ce que juste vous m'entendez tous bien? Oh, ça va. Oui, d'accord, super. Oui. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce tout premier webinaire des 10 mars de l'OPLO. On est particulièrement ravis de vous accueillir ce soir et on se réjouit du nombre de participants et également de la diversité des profils présents dans la salle. Alors, parmi les inscrits, on sait qu'on a plusieurs enseignants-chercheurs, beaucoup d'enseignants, plusieurs élus, des personnes qui travaillent pour des collectivités locales, pour le ministère de l'Éducation nationale. Le monde associatif occitan est également représenté. Les personnes retraitées aussi se sont pas mal manifestées et on a même des personnes qui nous viennent du Val d'Aran et d'Autriche également, puisque notre invité a diffusé l'annonce du webinaire auprès de ces réseaux également. Alors, avant de commencer, je me présente. Je m'appelle Marie Sarraute-Armentia. Je suis doctorante en sociolinguistique à l'Office public de la langue occitane, au sein duquel je suis aussi chargée d'organiser la mise en place d'actions de vulgarisation scientifique et je serai la modératrice de ce webinaire. Alors, avant de commencer, avant de donner la parole à Alexander Sigmund et avant ça à un de mes collègues, je voudrais rappeler quelques consignes ou donner quelques informations à propos de la conférence. Tout d'abord, vous avez vu que cette conférence est enregistrée, mais il faut savoir que seules les personnes qui prennent la parole au micro sont enregistrées. Donc, normalement, le logiciel Zoom gère ça plutôt bien. Voilà. Donc, on va vous demander de fermer vos micros et de les garder fermés pendant la conférence et même après si possible pour éviter toute interférence et puis aussi pour s'assurer le meilleur enregistrement possible. La conférence, une fois qu'elle sera lancée, durera environ 30 minutes. Vous aurez la possibilité de poser des questions dans le chat Zoom pendant la conférence si vous voulez, mais sachez que les questions seront traitées après la conférence pour éviter d'interrompre l'intervenant. Donc les questions, on les recueilleront dans le chat et après la conférence, je lirai à voix haute moi-même les questions du chat et Alexander Sigmund pourra y répondre. Si jamais on n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout des questions, parce qu'on espère que vous aurez beaucoup de questions, et bien dans ce cas, on vous donnera la possibilité, on vous expliquera comment prendre contact avec Alexander Sigmund après la conférence si vous souhaitez continuer les échanges. On se fixe une durée maximum pour terminer à 19h pour libérer un petit peu tout le monde dans la soirée. Alors, avant de présenter Alexander, je donne d'abord la parole à mon collègue Gaël Tabarly, qui est chargé de communication au sein de l'Office public de la langue occitane. Merci à toutes, merci Marie. Effectivement, donc nous inaugurons ensemble un nouveau concept porté par l'OPLO, par l'Office public de la langue occitane, un concept qui s'appelle le 10 mars des l'OPLO. L'idée, c'est de se retrouver une fois par trimestre à peu près, un premier mardi un mardi en tout cas, autour d'un cycle de mini-conférences qui vise à donner une carte blanche à un ou une chercheuse pour qu'elle nous parle d'un des aspects de sa recherche autour de l'Occitanie. Donc ce sont des événements qui vont avoir pour objectif d'une part de mieux faire connaître les travaux des scientifiques autour de la langue occitane, et puis de faire le lien entre cette communauté universitaire et les différents acteurs du monde associatif, du monde occitan, pardon, qu'il soit associatif, éducatif, culturel, etc. Donc ça fait très longtemps que nous voulions organiser un événement autour d'Alexander. Nous sommes très très heureux qu'il ait accepté d'inaugurer cet événement avec nous. Vous allez le voir, Alexander a un parcours assez atypique et très original. Il faut savoir qu'il parle parfaitement occitan. Sa conférence va être tenue en français de façon à ce que tout un chacun puisse suivre sans problème. Et puis, je me reste une petite pensée particulière parce que vous devez le savoir, l'Autriche est confinée aujourd'hui et donc il a passé sa journée entière à faire cours en visioconférence et il nous fait le plaisir malgré tout d'être présent parmi nous pour clôturer sa journée à nouveau en visioconférence. Donc merci beaucoup. Petite précision sur l'Office public de la langue occitane. Donc nous sommes, cet événement est organisé depuis nos locaux, depuis les antennes de locaux à Bordeaux et à Toulouse. Et donc, nous sommes en visio avec Alexander depuis Vienne. Voilà. Marie, je te rends la parole.
Ok. Bon. Pardon, j'avais coupé le micro. Merci Gaëlle. Je vais donc laisser maintenant la parole à notre invité, Alexander Sigmund, qui, comme Gaëlle nous l'a dit, nous joint ici en visio depuis Vienne, en Autriche, où il est, entre autres, chargé de cours d'occitan à l'Institut des langues romanes. Donc, il va aujourd'hui nous présenter la thèse portant sur l'enseignement de l'occitan qu'il a soutenue en 2019, et je n'en dis pas plus parce que je vais le laisser se présenter lui-même. Alexander, vous avez 30 minutes. Ok. La Mercedes Marie, Alicia Splat à tout le monde. Bon, je vais continuer en français. Je suis ravi de pouvoir inaugurer ce webinaire sur l'occitan, une langue qui nous est très chère, qui est très chère à tout le monde, j'espère, j'en suis sûr. Donc, ma conférence, mon intervention porte le titre « Quel avenir pour l'enseignement de l'occitan ?» Pourquoi ce titre? Parce que j'ai rédigé, comme Marie vient de le dire, une thèse là-dessus que j'ai soutenue en 2019 avec succès. Et pour vous parler de ma thèse, voilà, je vais agrandir ça, voilà. J'aimerais bien vous parler un tout petit peu de mon parcours personnel, qui est assez original, pour citer égal. Ensuite, j'aimerais vous donner un aperçu de ma thèse. Donc, j'aimerais vous présenter les questions de recherche, la question de recherche qui se posait pour moi, les hypothèses de recherche, ainsi que, mais brièvement, la méthodologie. Ensuite, comme je menais une analyse, soit en procédé qui vient de l'économie, de la gestion des entreprises, j'aimerais vous parler des résultats plus en détail, puisque la chose la plus intéressante. Et ensuite, pour conclure, j'aimerais parler du rôle que joue l'enseignement pour la survie des langues minoritaires, voire des langues minorées, des langues régionales, comme on dit aussi, dans le langage quotidien. Et à la fin, j'ai dressé une liste avec une dizaine de suggestions pour l'enseignement de l'occitan, pour que la langue occitane puisse être revalorisée, revivre dans la société et aussi à l'école. Donc, j'aime toujours parler un peu du début de ma passion pour l'occitan, qui date en fait de 2009. C'était lors d'un séjour linguistique sur la Côte d'Azur, à Antibes plus précisément, que j'ai vu ce panneau que vous voyez ici. Bon, j'ai lu Dinzake Stau, Napoléon, a jamais dormit, ma une bonne parte de belle fremos daqui et d'aila. Bon, j'en ai parlé à ma professeure de français à l'époque, ce que c'était. Il m'a dit, bon, c'est un dialecte, mi-chemin entre l'italien et le français. Bon, je me suis contenté de sa réponse. Et plus tard, en rentrant à la fac, donc dans le premier semestre à la fac, dans le premier cours de linguistique, on nous a parlé des langues romanes, entre autres l'occitan, et ça m'a fait tilt. Je me disais, cette langue, ce panneau que j'ai vu dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, c'est peut-être cette langue-là, l'occitan. Et du coup, j'ai posé la question, j'ai montré une photo, la photo que vous voyez ici, au professeur. À l'époque, c'était Pétition, aussi très connu, un expert de renommée. Et il m'a dit, oui, en effet, il s'agit de l'occitan. Et si vous êtes intéressé, vous pourriez suivre un cours chez moi le semestre prochain. Et c'était le début de ma carrière de chercheur en termes occitans. Et donc, j'ai continué et plus tard, j'ai rédigé un mémoire de maîtrise en 2015 en français. Voilà, ici, ça fait une centaine ou 140 pages en français, donc c'est assez facile à consulter pour les francophones, qui aborde le sujet de la standardisation difficile de l'occitan, de la langue occitane, donc tous les débats autour d'une variété standard, dite standard, et plus tard en allemand, mais
il y a un sommaire en anglais, donc c'est aussi assez facile à consulter, si vous voulez, une thèse de doctorat qui porte le titre Quo Vadis Insignium Inducita. Donc, c'était une analyse empirique des enjeux et des possibilités de l'enseignement institutionnalisé. Donc, je ne parle que de l'enseignement dans les écoles, les lycées, les collèges et à l'université. Et certainement en France. C'est limité à la France. Et depuis 2019, j'ai repris le flambeau de Peter Zichon et je suis chargé de cours de langue occitane à l'Université de Vienne, en Autriche et pas en France. Voilà, il faut toujours le bien préciser. Donc, voilà un peu mon parcours pour vous donner une idée de qui je suis. Et pour parler un peu du gros pavé, voilà, que j'ai ici, voilà, pour vous donner une idée, voilà, ça fait le mémoire et la thèse. Donc, ça fait quand même un sacre pavé. Comme question de recherche, j'ai choisi la question suivante, qui me paraissait et qui me paraît toujours pertinente et très importante. Donc, à savoir, quelle force, faiblesse, point fort, point faible, si vous voulez, opportunité et menace l'enseignement institutionnalisé de l'occitan en France rencontre-t-il? Je n'ai pas choisi ces termes par hasard parce que là, il s'agit d'une analyse qu'on appelle en anglais SWOT. Donc, les SWOT en anglais, ça veut dire strength, les forces, weaknesses, les faiblesses, opportunities, les opportunités, et finalement, le T, threats, donc les menaces. Donc, il s'agit d'analyser, si vous voulez, le contexte de manière très détaillée. Et donc, je me suis intéressé, si vous voulez, donc c'était des questions de recherche secondaire, à la qualité de l'enseignement, telle qu'elle est perçue par les acteurs de l'enseignement, aussi aux objectifs de cet enseignement de l'occitan dans toutes ses formes variées. Je me suis aussi intéressé à la standardisation, ainsi qu'un thème qui me paraît le plus important, l'usage social. Et donc, pour procéder, pour répondre à cette question, j'ai choisi une méthodologie, des méthodes de recherche qui sont basées sur ce qu'on appelle une analyse SWOT. Donc, ces 4 termes que je viens de vous traduire, si vous voulez, de l'anglais. Donc, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Et aussi, j'ai veillé à mélanger un peu les méthodes. C'est-à-dire, normalement, en sociolinguistique, il y a des méthodes dites quantitatives, donc des sondages, normalement, et aussi des interviews, des entretiens, donc plutôt des méthodes qualitatives. Et je veille toujours à mélanger les deux pour arriver au mieux possible. J'aime bien combiner les deux procédés parce que cela, une telle approche peut paraître pertinent ou plus pertinent pour répondre à cette question. Et donc, comme je viens de le dire, dans le cadre de ma thèse, j'ai mené un sondage en ligne. Donc, j'ai eu le plaisir de compter presque 80 professeurs d'occitan, instituteurs, professeurs à l'université qui ont répondu. Et plus tard, j'ai fait des interviews structurées. Et là, j'ai eu la possibilité d'en parler à 6 personnes variées, des inspecteurs de l'éducation nationale, des personnes fortes et qui s'investissent beaucoup dans les syndicats de professeurs, des professeurs de Calandretto, des professeurs au collège, au lycée, pour avoir des réponses variées et aussi pour avoir une vue, un aperçu global de la situation. Et donc, hop, hein, ça va, pourquoi pas, on sait pas, et voilà. Donc, quelles étaient donc mes hypothèses? Au début, avant de commencer, il faut dire,
je passe plusieurs semaines en France tous les étés, et ça depuis des années. Donc, je connais du monde occitan, occitanophone, occitaniste, comme vous voulez. J'ai déjà une idée, ou j'ai déjà eu une idée de l'enseignement de l'occitan. Et donc, j'ai formulé les hypothèses suivantes avant de travailler, avant de faire de la recherche. Donc, je pensais que la perception de la situation actuelle, et là, il faut dire que c'était la situation avant 2018-2019. Donc, voilà, j'ai des résultats qui datent de ce temps-là. Donc, c'était une perception plutôt négative. Donc, les gens étaient mécontents, ils pensaient qu'on pourrait faire mieux. Mais, par contre, ils pensaient que le potentiel dans l'avenir était assez grand et positif. Donc, ils étaient quand même optimistes. La qualité générale de l'enseignement, je ne parle pas des enseignants, mais de l'enseignement, l'organisation, les modalités, était plutôt évaluée de manière positive, d'après ce que j'ai entendu. Par contre, les objectifs, quels sont les objectifs de l'enseignement? Cette question reste un peu floue. Donc, les gens ne savent pas souvent à quel but atteindre grâce à l'enseignement de l'occitan. Est-ce qu'il s'agit d'une maîtrise de la langue? Est-ce que c'est une fonction sociale? Est-ce qu'il faut faire vivre l'occitan? Ou c'est avoir une maîtrise grammaticale d'une langue? Donc, ça fait changer un peu l'enseignement. Et pour la petite histoire, je suis aussi professeur de lycée, j'enseigne le français et l'allemand. Donc, l'enseignement, la didactique, c'est une question qui m'est très chère et qui me paraît très importante. Donc, aussi, une autre hypothèse, il y a, je pensais, une influence de la standardisation de l'occitan, donc du concept sociolinguistique de la standardisation sur l'enseignement. Donc, ils influencent et vice-versa. Et aussi, plus l'enseignement de l'occitan est intensif, donc plus on enseigne, donc en matière d'heures, en matière de cours, de sites qui offrent un enseignement de l'occitan, plus la fonction sociale de la langue serait renforcée. Donc, la fonction dans la vie quotidienne, dans la communauté, dans la société. Donc, c'était, voilà, mes recherches, mes thèses de recherche avant de commencer mes recherches, mes sondages et aussi mes interviews. Et donc, grâce à tout ce que j'ai lu, donc la littérature, grâce à tous les entretiens, grâce aux réponses lors du sondage, je suis arrivé à détecter, à dépister, à déceler, si vous voulez, des forces, des faiblesses, des opportunités dans l'avenir et de menaces à l'avenir qui concernent, qui touchent, qui influencent l'enseignement de l'occitan. Tout d'abord, en parlant des forces, des points forts, il faut souligner, et ça on le lit très souvent, une force de tout enseignement d'une langue régionale, d'une langue minoritaire, et l'aspect positif du bilinguisme ou du plurilinguisme. On sait très bien que les enfants qui apprennent une langue de manière précoce, deuxième langue, comme par exemple qui parlent le français et l'occitan, mais aussi le français, le basque, le français, l'alsacien, toutes langues ont une neuroplasticité élevée. Donc le cerveau fonctionne, voilà, de mieux. Il fonctionne mieux. Il s'adapte mieux à d'autres choses et on arrive à maîtriser une autre langue plus facilement. Mais de surcroît, il faut aussi souligner que l'occitan, comme toute autre langue minoritaire, minorée, régionale, est une langue qui est ancrée sur le territoire. Il y a un ancrage culturel, si vous voulez,
historique, mais aussi sociale. Donc, une langue qui n'est pas une langue étrangère ou une langue vivante, c'est une langue vivante, comme l'anglais en France, comme l'allemand en France, qui est aussi enseigné, mais c'est pas la même chose parce que c'est pas une langue étrangère. C'est une langue autochtone qu'on parlait toujours sur le territoire. Donc, c'est bien ancré. Et ça représente une force. Aussi, grâce à sa position linguistique, en parlant de la grammaire, la morphologie, donc de plusieurs catégories linguistiques, l'occitan est une très bonne base pour l'apprentissage d'autres langues. Aussi, pour la petite histoire, je n'ai jamais appris l'espagnol. Je le comprends très bien puisque je parle le français et l'italien, mais grâce à l'occitan, je comprends très bien le portugais et l'espagnol auquel je me suis mis il y a plusieurs années. Donc, c'est vraiment comme les linguistes catalans, Antoni Margarit de Badia, a dit c'est une langue de pont qui jette de pont vers les autres langues romanes. Il faut tirer profit de cela. C'est ce qu'on fait déjà dans les calendretto et aussi dans d'autres écoles, d'autres établissements enseignant l'occitan. Aussi, c'est un peu l'écho de toutes les réponses. Une force de l'enseignement de l'occitan actuel, c'est l'engagement particulier des personnes qui sont concernées. Ça veut dire les professeurs, aussi les inspecteurs, les inspectrices, les parents, les élèves. Donc, ils y investissent. Il y a une participation plus active que par rapport à d'autres langues ou d'autres matières. Il y a même souvent un militantisme des enseignants. Donc, ils luttent, mais de manière paisible, positive, pour la langue qui leur est chère, donc l'occitan. Aussi, il y a très souvent, mais ça varie de site en site, une comparaison entre les enseignants qui est très très bonne. Et il y a des syndicats qui sont vraiment engagés. Aussi, une force en parlant de l'occitan ou de l'enseignement, l'occitan ou l'enseignement de l'occitan prépare à des postes particuliers. Et souvent, on apprend une langue et on ne sait pas très bien à quoi bon apprendre cette langue. Mais dans le cas de l'occitan, on sait très bien qu'on pourrait plus tard devenir professeur d'occitan, qu'on pourrait travailler dans les archives, en histoire, pour tout ce qui est patrimoine culturel, aussi médias, la production artistique. Donc, il y a quand même un potentiel, en parlant du marché du travail, assez important et particulier. Donc, c'est bien précis. C'est pas comme après avoir appris l'allemand, on ne sait pas trop quoi faire autre, travailler chez Airbus. Aussi, en parlant des forces, il faut souligner les aspects didactiques. Donc, l'occitan, petit groupe, c'est pas une faiblesse. En fait, c'est aussi un avantage. Aussi, la didactique est très différente. Comme les professeurs ont beaucoup d'engagement, ils participent beaucoup, ils aiment coopérer entre eux. Donc, la didactique est plus vivante que, par exemple, dans d'autres langues vivantes ou aussi dans les cours de langue étrangère. J'étais aussi assistant d'allemand dans l'Académie de Toulouse, donc je connais très bien l'enseignement de langues vivantes, de langues étrangères en Occitanie. Donc je parle de la région administrative Occitanie. Et là, je dois dire qu'il y a une certaine différence. Là, c'est une didactique plus active, plus interactive. Aussi, les élèves qui apprennent l'occitan, dans ces classes, dans ces cours, il n'y a pas cet esprit d'élitisme. On trouve chez les latinistes, chez les germanistes. Donc, c'est pas comme l'allemand qui est censé être une langue des élites ou le latin ou l'ancien grec.
c'est une langue, si vous voulez, démocratique. Tout le monde peut y accéder, peut l'apprendre, peut profiter, tirer profiter de cette langue. Il y a aussi une liberté pédagogique. Donc, on peut, je ne vais pas dire on peut faire ce qu'on veut, mais on est libre. On est libre d'enseignement, de trouver une approche pédagogique, didactique qui paraît pertinent, important, intéressant. Et souvent, j'ai remarqué que les professeurs d'occitan entretiennent une relation plutôt amicale, plus positive, plus proche avec leurs élèves que d'autres collègues dans d'autres matières. Et aussi, en parlant des forces, une dernière, l'occitan, quand même, profite d'un meilleur statut juridique que d'autres langues régionales. Donc, on voit très bien, très souvent, on parle que des choses négatives, des inconvénients, des challenges, comme on dit, des problèmes, mais il y a quand même des forces actuellement. Là, je viens de vous donner des forces, ensuite des faiblesses. Donc, quels sont les points voilà, qu'il faudrait développer, qu'il faudrait changer, améliorer? Beaucoup de personnes, beaucoup de professeurs ont dit les lois, les mesures sur l'enseignement de l'occitan, et aussi de toute autre langue minoritaire, régionale, sont peu concrètes. C'est un constat qu'on trouve dans la littérature, et ça depuis des décennies. Aussi, un autre problème, c'est le principe du volontariat ou de double volontariat. Donc, il faut toujours une école, l'administration de l'école, donc le proviseur, le principal, qui veut ouvrir une classe d'occitan. Une demande des parents, mais il faut aussi des élèves. Donc, il faut toujours le volontariat de tout le monde. Et ça pourrait, je dis pourrait, ça pourrait freiner la diffusion, le développement du réseau des sites en un enseignement de l'occitan. Aussi, puisque les compétences sont partagées entre les régions, aussi les départements, si on regarde l'ère occitanophone, donc l'Occitanie, là je parle de l'Occitanie de l'ère occitanophone, c'est fragmenté. On le sait très bien, donc il y a une fragmentation administrative de l'Occitanie. Il y a Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a la Nouvelle-Aquitaine, il y a l'Occitanie et d'autres régions qui font partie du territoire où on parle occitan. Et parfois, ça rend les choses un peu difficiles, bien qu'il y ait une coopération importante et très salutaire. Aussi, parfois, là, je reste prudent, un manque d'engagement politique. C'est ce qu'ils m'ont dit des professeurs. Ça veut dire, il manque des sites. Il en faudrait davantage. Il faudrait aussi plus de budget, plus d'heures, plus d'enseignants, et pas des enseignants qui travaillent à cheval entre 3 établissements, qui rend le travail pénible et difficile, bien sûr. Il faudrait aussi du matériel. Il y a du matériel, mais il y en a assez peu. Donc, il faut faire beaucoup de choses soi-même. Aussi, donc, je viens de dire que la coopération se passe assez bien, mais aussi pas mal de professeurs, d'enseignants d'occitan m'ont dit la coopération pourrait être meilleure. Aussi, ce qui manque un peu, c'est une formation continue. Il y a des stages, donc une formation initiale, il y a des études, mais ce qu'il faut, c'est une formation continue et des informations qui sont parfois lacunaires, donc il faut davantage des informations pour les parents, pour les écoles, les professeurs. Ils se sentent un peu, je dirais pas mal informés, mais on pourrait mieux faire. Aussi, un autre problème, et là c'est très important, et ça, là je reviens à l'ancrage territorial, culturel, historique des langues régionales.
Administrativement, les langues régionales et les langues étrangères sont assimilées. On parle des langues vivantes. En parlant des langues vivantes, c'est déjà une bonne chose. Mais avant, on parlait des langues étrangères. Et plus tard, on trouvait des langues régionales. Mais l'occitan, c'est pas une langue étrangère. En Autriche, mais c'est pas une langue étrangère en Occitanie. Donc, c'était toujours la langue du pays, la langue du territoire. Donc, il faut bien veiller à la terminologie. Ici, voilà, il en résulte un autre problème. Si on assimile les langues régionales et les langues étrangères, ça crée une concurrence, une compétition entre les langues. Et malheureusement, l'anglais et d'autres langues paraissent plus importantes, pertinentes pour le travail plus tard que l'occitan. Pas toujours, heureusement, mais ça pourrait arriver. Il y a aussi des faiblesses, des problèmes, entre guillemets, sociolinguistiques. Il y a ce qu'on appelle la haine de soi. Donc, cette idée qu'en parlant une langue minoritaire, on fait quelque chose qui est une chose honteuse. Donc là, je reviens à la vergogno, la vergogne, la honte de parler cette langue. Donc, et on se déteste soi-même en parlant cette langue. Mais non, c'est bien le contraire. Il faut être fier de parler, de pouvoir, de savoir parler occitan. Il y a aussi, et là, voilà, c'est ce qui m'intéresse aussi assez, oui, beaucoup, c'est le conflit normatif. Donc, c'est tout ce qui est autour de la standardisation, un concept qui est vraiment contesté parce que c'est très souvent mal compris. C'est pas quelque chose contre l'occitan, mais pour mieux vivre toutes les variétés de l'occitan. Aussi, une faiblesse, c'est la fonction sociale. Donc, la fonction que l'occitan joue dans la société. Donc, on parle occitan en classe, c'est bien. Mais est-ce qu'on peut utiliser cette langue en dehors de la classe? Parce que là, la fonction, parfois, elle est assez restreinte. Il y a heureusement qu'il y a l'OPLO et les autres acteurs occitans, occitanophones, et aussi des militants occitanistes, c'est bien. Mais en dehors de ce cercle parfois élitaire, est-ce qu'on peut utiliser cette langue? Et à quoi ça sert de parler occitan? Et aussi, le bilinguisme, très souvent on parle des bienfaits du bilinguisme. Mais franchement dit, le concept derrière reste assez flou. Qu'est-ce que le bilinguisme? Est-ce que ça veut dire maîtriser la morphologie, la conjugaison verbale dans deux langues? Est-ce que ça veut dire être en mesure de communiquer couramment dans une autre langue? Parce que ça revient un peu aux objectifs. Parce que d'après mon concept du bilinguisme, d'après les attentes sociales aussi pédagogiques, je dois adapter mon enseignement et ma didactique. Et en parlant de didactique, il manque parfois, puisque c'est assez nouveau, oui, vous savez bien que les langues régionales sont enseignées depuis 51, depuis la loi d'Essonne, et pas toutes les langues minoritaires en France. Donc, c'est assez nouveau, bon, si on peut dire nouveau après 70 ans, mais il manque de la didactique, ce qui me passionne le plus, étant professeur. Donc, voilà les points faibles qu'on pouvait améliorer. Donc, quels sont... Alexander, je vous coupe une seconde pour vous signaler qu'il nous reste 10 minutes pour la conférence. Voilà. OK. Donc, voilà, j'accélère un peu. Les opportunités, donc, quels sont les points jugés? Où est-ce qu'on voit un potentiel positif dans l'avenir? Il y a des jeunes, si on réparait les faiblesses actuelles, donc si on informait les personnes concernées mieux, si le budget est élevé et d'expand et voilà élevé,
si on accorde plus de budget à l'enseignement de l'occitan concrète, cela pouvait réparer un peu les faiblesses actuelles. Il faut aussi, et ça va se faire, j'espère, bientôt, parce que c'est déjà possible à titre expérimental, l'enseignement immersif public. Donc, on connaît tous très bien les calendretto, il y a déjà un enseignement immersif. Et maintenant, à titre expérimental, c'est possible d'enseigner l'occitan et d'autres langues régionales de manière immersive. Aussi, il faut modifier, il faut mettre à jour peut-être la formation et la coopération des enseignants. Et il faut aussi améliorer, renforcer tout ce qui est didactique. Donc, ça veut dire, en parlant de la didactique, il faut des professeurs qui n'ont pas d'idéologie, qui ne pensent pas qu'une langue standard est quelque chose de négatif ou quelque chose de très positif. Voilà, c'est une variété de la langue occitane. Il faut aussi veiller à une didactique qui intègre le milieu environnant, donc les locuteurs primaires, ceux qui parlent l'occitan de manière plus ou moins naturelle. Il faut aussi faire de l'occitan une langue présente dans l'école, donc une langue qui s'ouvre, qu'on trouve en dehors de la classe. Il faut aussi des parents engagés, plus engagés parfois. Il faut aussi analyser la fonction de la langue, donc à quoi bon apprendre, utiliser l'occitan. Et aussi, il faut veiller à une pédagogie, à une didactique de projet en France. Donc, travailler de manière interdisciplinaire. Et ce qui pourrait menacer dans l'avenir l'enseignement de l'occitan, on le sait très bien, des obstacles politiques, juridiques. Donc, avant, et là, mes résultats, je dois le répéter, datent de l'année 2018-2019. Donc, la réforme du collège et du lycée a été perçue comme menace. On a déjà réparé un peu les coefficients et on a révalorisé l'occitan lors des épreuves du baccalauréat. Donc, c'est entre-temps. Une menace pourrait être aussi une réduction du budget. Donc, si on accorde moins de budget à l'enseignement de l'occitan, aussi des lois qui restent un peu floues, un peu concrètes, ou si des mesures qui existent déjà étaient abolies, ça pourrait aussi représenter une menace dans les années à venir. Et aussi, d'après quelques professeurs qui m'ont répondu, des établissements scolaires qui sont plus ou moins totalement autonomes, ça pourrait aussi représenter un obstacle à l'enseignement de l'occitan. Et aussi, si la situation sociolinguistique s'aggravait, s'empirait, ça pourrait freiner le développement de l'enseignement de l'occitan. Donc, qu'est-ce que j'entends par aggravation? Donc, si la fonction sociale était davantage réduite, plus restreinte, si cette vergogne et la honte, la haine de soi se maintient, c'est un frein, freine aussi le développement. Une pensée utilitariste, donc à quoi bon apprendre une langue lors du choix de langue, représente aussi une menace. Une séparation, donc si on sépare ceux qui parlent l'occitan de manière naturelle et ceux qui l'apprennent, ça pourrait créer d'autres problèmes. Aussi le déracinement culturel, donc les gens qui quittent l'Occitanie pour travailler ailleurs. Donc, on est tous plus mobiles qu'autrefois. Mais un tel déracinement pourrait aussi éloigner les gens de la langue autochtone. Et aussi, un grand problème, pour conclure cette analyse, la fossilisation de l'enseignement. Donc, si tout reste
on sait maintenant, ça pourrait poser problème. Et donc, vite fait mes résultats, là je reviens à mes hypothèses. D'après mes sondages, d'après les interviews, d'après la littérature, la situation actuelle était, en 2018-2019, perçue de manière plutôt négative. Le potentiel de développement était plus grand que prévu, pas moins. La qualité était peu satisfaisante, donc la qualité générale de l'enseignement, surtout en raison de l'organisation, mais parfois aussi en raison de la qualité linguistique des enseignants et des apprenants. Donc, un problème linguistique. Les objectifs étaient souvent flous, donc il y avait des attentes différentes des concernés. Donc les parents voulaient ceci, les élèves et les parents voulaient cela. Donc il y avait un décalage, un écart entre les attentes. Mais les objectifs de l'enseignement sont plutôt clairs. Il n'y a aucune influence, il n'y a aucune interdépendance entre la standardisation et l'enseignement, comme je le pensais. Et l'enseignement, et là, c'est mon point le plus important pour moi, l'enseignement n'est qu'un seul facteur pour renverser ce qu'on appelle en sociolinguistique le language shift. Donc, le processus de cette transition vers une autre langue. Donc, dans ce cas-là, le français. Et donc, en parlant de l'enseignement, quel est donc son rôle? L'école joue un rôle contradictoire. L'école est censée sauver l'occitan, mais en même temps, elle a tué, si vous voulez, et ça depuis l'instauration de l'école laïque gratuite obligatoire d'après les lois de Jules Ferry de 1881 et 82. Donc, elle est censée sauver la langue qu'elle a tuée ou dont elle a limité l'usage social ou dont elle a rendu l'usage honteux. Donc, ce qui est plus important ou aussi important que l'école, c'est l'implication de la communauté qui parle occitan. Donc, il faut une transmission de la langue, et ça en dehors de l'école. Donc, l'objectif pour moi, et cela devait être l'objectif pour tout le monde qui est impliqué, c'est une langue qu'on apprend en classe, mais qui est aussi parlée en dehors de la classe. Et pour atteindre ce but, il faut que la communauté linguistique se sente responsable de cette langue. Il faut supprimer les obstacles idéologiques et sociolinguistiques. Donc, ce sont des obstacles qui n'existent pas que dans nos têtes. Et en enseignant, il faut veiller à adopter, à choisir une approche dite pragmatique. Donc, il ne faut pas seulement maîtriser la conjugaison et les formes, les temps du passé en occitan ou dans toute autre langue, mais il faut veiller à donner aux élèves les outils linguistiques pour profiter de cette langue, pour l'employer. Et pour finir ma conférence, j'ai formulé dans ma thèse, comme les 10 commandements, les 10 suggestions que je trouve le plus important pour que l'occitan puisse être revalorisé, puisse être parlé davantage et aussi puisse être renseigné de manière plus positive et plus utile. Donc, ce qu'il faut, premièrement, c'est une formation linguistique et sociolinguistique des enseignants et il faut la renforcer. Parce que très souvent, il y a des connaissances un peu lacunaires dans tout ce qui est sociolinguistique, mais parfois aussi en matière de maîtrise de la langue. Aussi, les locuteurs de l'occitan, vous, tout le monde qui s'intéresse
qui parle occitan, tout le monde doit utiliser activement la langue au lieu de miser gros sur l'école. C'est pas l'école qui va changer le monde, mais ce sont nous, la communauté, qui parle occitan. L'école doit aussi s'extérioriser et donc profiter des lieux d'apprentissage et de langue extérieure. Donc, il faut s'ouvrir au monde environnant. Il faut profiter des musées, il faut profiter des gens qui parlent occitan, des artistes. Donc, beaucoup de travail que fait déjà l'OPLO et c'est très salutaire. Aussi, les apprenants, les élèves, donc, ne doivent plus avoir peur de ne pas assez maîtriser la langue afin d'oser parler. Très souvent, on a peur de mal parler cette langue. Mais ce qui est important, ou plus important, c'est oser parler cette langue. Je suis pas non plus francophone, mais j'ose parler. Bon, j'ai fait des études, mais il ne faut pas avoir peur de ne pas assez maîtriser une langue. Il faut la parler pour être en mesure de communiquer. Aussi, il faut une interaction entre les locuteurs primaires, naturels, et ceux secondaires, donc les néophytes, les apprenants de l'occitan. Et là, c'est la fin, c'est promis. Les locuteurs ont aussi une réflexion des idéologies et des idées reçues sur des variétés. Un standard va pas tuer, va pas limiter, restreindre d'autres variétés, loin de là. Mais ce qu'on rencontre très souvent comme idée reçue, il faut aussi un discours de la société autour de la terminologie. Donc, il faut changer cette idée. Ah, l'occitan, c'est que le languedocien. Non, l'occitan, c'est un terme global pour une langue qui a plusieurs variétés. Il faut aussi un consensus sur ce qu'on appelle l'arrangement social, donc où parler occitan, à qui parler occitan, et un arrangement linguistique. Donc, quel est le rapport entre l'occitan et le français dans la société? Aussi, très important, puisque ça crée toujours un vif débat, la standardisation. Il faut comprendre le concept. Ça existe dans d'autres langues, ça ne pose pas problème. Par exemple, dans ma langue maternelle, qui est l'allemand, ça ne pose aucun problème. Et finalement, il faut aussi une meilleure coopération dans tous les domaines. Et là, je parle de tous les acteurs. Donc, ce sont les professeurs, ceux qui travaillent dans les syndicats, les historiens, vous, ceux qui travaillent pour l'éducation nationale, pour la production artistique, donc tout le monde qui s'intéresse, qui parle occitan, doit coopérer avec les autres pour que cette belle langue puisse renaître, revivre et voilà, être revalorisée. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Il y a déjà des questions qui ont été posées dans le chat, je vois. Donc, merci à vous. Merci beaucoup, Alexander, pour cette conférence qui était vraiment très, très intéressante. Je parle aussi à titre personnel par rapport à mes propres travaux de recherche. Évidemment, ça m'intéresse énormément. Juste une remarque qui m'est venue, j'ai trouvé ça très, très intéressant que vous placiez dans les forces de l'enseignement le fait que ça peut mener à des postes spécifiques. Parce que on entend souvent des discours inverses, à quoi ça sert d'apprendre l'occitan. Donc merci de donner comme ça une fonction à cet enseignement qui rentre dans cette logique un peu mercantile peut-être de l'enseignement des langues. Alors en effet, on a eu des questions dans le chat. Alors je vais regrouper, on va dire, deux questions qui ont été posées par rapport à la thèse. On a plusieurs personnes qui sont intéressées un petit peu
à votre méthode, en fait, qui aimerait en savoir un petit peu plus sur les personnes que vous avez interrogées, d'où elles venaient, comment vous les avez contactées, est-ce qu'il y a eu le questionnaire était-il en ligne, et puis au niveau de de votre état de l'art, Mhm. exactement quel type de données vous avez consulté et compilé, on va dire. Mhm. Bon, déjà, ma thèse était, si vous voulez, divisée en deux parties. Donc, la partie empirique. Donc, premièrement, j'ai mené un sondage en ligne. Donc, et là, j'ai reçu des réponses de 79 personnes qui étaient tous des enseignants d'occitan. Donc, c'était des enseignants dans le Calandretto, dans tout type d'école, tout établissement scolaire. Et aussi des personnes travaillant dans l'éducation nationale comme inspecteurs, d'après les données qu'ils m'ont laissées. Et donc, plus tard, et là, j'ai essayé d'atteindre un public, de cibler un public le plus large possible, mais c'est un peu difficile de trouver les professeurs. Donc là, j'ai contacté toutes mes connaissances personnelles pour faire, voilà, transférer le lien. J'ai aussi envoyé le lien. À l'époque, il y avait déjà l'Oplo, mais je l'ai déjà envoyé aussi à à des médias occitanophones, des journaux, des radios, des chaînes radio. Je l'ai aussi envoyé au Conseil de la langue occitane, au Congrès, donc toutes les institutions normatives. J'ai aussi prié les personnes qui ont déjà répondu au sondage de transférer le lien, donc pour que ça fasse une sorte d'avalanche, comme une vague qui déferle sur toute l'Occitanie, pour avoir le plus de réponses possibles. Avant, donc, si je pouvais me permettre de parler en phrase de mon mémoire de maîtrise, là, j'ai presque reçu 400 réponses. Donc, c'était aussi un sondage, mais là, c'était plus facile de trouver du monde occitanophone pour répondre à des questions sur tout ce qui est standardisation des variétés de l'occitan. Là, c'est assez ciblé parce que je me suis intéressé à la situation en France, aux professeurs de l'occitan. Donc, c'était plus... c'est très bien. Voilà une débutante qui espère enseigner un jour. Et une bonne idée d'enseigner à l'occitan. Félicitations. Euh, donc, c'était plus restreint qu'avant. Là, je parle de mon mémoire de maîtrise. Donc, et les professeurs d'occitan en France, il y avait aussi des retraités qui m'ont répondu. Et plus tard, donc, j'ai aussi posé la question à la fin du questionnaire, est-ce que vous voulez bien répondre à des questions ou participer à une interview plus tard? Et là, j'ai essayé de trouver, donc, je vous ai dit, j'ai regroupé 6 personnes. Donc, c'était un inspecteur de l'Occitan en Aquitaine, à l'époque, Nouvelle-Aquitaine. C'était aussi une professeure à l'université assez connue, un autre professeur aussi d'une université en Occitanie de renommée internationale et voilà, de grand renommée en Occitanie. J'ai eu une enseignante de Calandretto, une qui enseignait dans les Pyrénées-Atlantiques comme institutrice, et j'avais une professeure, une enseignante qui travaillait dans le Tarn-et-Garonne, à cheval entre plusieurs établissements, au collège et au lycée. Et là, j'ai un peu regroupé des questions, et dans les interviews, j'ai veillé un peu plus sur l'aspect socio-linguistique. Donc, ça veut dire pas sur les forces, les faiblesses, parce que j'avais déjà pas mal de données là-dessus, mais pour parler plus des choses qui sont un peu difficiles à cerner. Donc, tout ce qui est un peu théorique, c'est parfois un peu difficile à faire comprendre aux gens. Je le sais très bien. Si on parle de la standardisation, on se prend très bien, voilà,
pas des compliments, mais ça crée de vifs débats en parlant des variétés de l'occitan. Donc là, j'ai plus parlé de la fonction sociale, comment changer l'enseignement, comment faire, voilà, comment augmenter, comment faire revivre l'occitan dans la société, sachant qu'on apprenne ou qu'on enseigne l'occitan à l'école. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à une langue qui soit parlée en dehors et pas entre les murs? C'était une approche plutôt qualitative, donc des questions ouvertes, pas des questions cochées, voilà, des réponses, mais parfois où il y avait quand même des éléments quantitatifs plutôt dans le sondage. Donc, ça veut dire il y avait des questions aussi qu'il fallait cocher, il fallait comparer, il faut évaluer de 1 à 5 une constatation, un énoncé, mais une approche plutôt qualitative parce que pour un tel sujet, pour une telle question, une approche qualitative me paraissait plus pertinente. Merci beaucoup. Alors, je compile également un petit peu d'autres questions qui ont été posées. Plusieurs personnes ont réagi quand vous parliez des faiblesses dans votre analyse SWOT et s'interroger par rapport au fait que vous avez parlé peut-être d'un besoin d'un meilleur statut juridique. Est-ce que vous pouvez peut-être développer un petit peu ce que vous entendez ou ce que vos répondants peut-être entendaient par un statut juridique ou un meilleur statut juridique? Alors là, j'aimerais bien comparer vite fait la situation française à celle en Autriche. En Autriche, il y a aussi des langues autochtones. Il y a le croate, le slovène, il y a le tchèque, le slovaque, le hongrois, aussi le romanesque, comme vous voulez. Donc, il y a aussi des langues autochtones qui sont parlées autour de l'Autriche. Mais il y a des panneaux, comme en Occitanie, donc on voit très bien la signalisation dialectique en plusieurs langues, et il y a un enseignement. Donc, par exemple, dans le sud de l'Autriche, près de la Slovénie, c'est possible de passer le bac en slovène. Et ça, dans toutes les matières. Donc, par exemple, au lycée technique, c'est possible de passer des épreuves de comptabilité, de gestion des entreprises en slovène. C'est aussi possible de faire le lycée général en hongrois, dans l'est de l'Autriche. Ça ne pose aucun problème. À l'époque, des problèmes. Voilà. Là, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, étant aussi germaniste et professeur d'allemand. Donc, ça ne pose aucun problème. Dans la réalité didactique, dans la réalité scolaire, bon, il y a parfois des débats politiques entre des partis différents, des partis politiques différents, mais ce qui est important, ça pose aucun problème. Et donc, par un statut renforcé ou un meilleur statut, j'entends des lois qui pourraient rendre le statut de l'occitan, mais de toutes les langues minoritaires, de toutes les langues régionales, plus important, pour que les langues régionales, minoritaires, comme vous voulez, soient perçues comme une langue, le français. Pour moi, il n'y a aucune différence entre le français et l'occitan. Bon, certes, en matière de locuteurs, de renommée peut-être à l'étranger, mais c'est une langue comme les autres. Et là, c'est pareil, en parlant des variétés et de la standardisation, puisque je viens de voir une question sur l'allemand. En allemand, par exemple, dans tout le pays germanophone, il y a une variété dite standard. Il y a un standard en Allemagne, un standard en Suisse, un standard en Autriche. Bon, c'est un peu compréhensible. Ça ne pose aucun problème. Je comprends très bien tout le monde. Je comprends aussi l'alsacien. Et là, je parle du dialecte alsacien et pas de l'allemand parlé en Alsace.
Donc, mais on est bien d'accord qu'on parle tous allemand. On parle allemand, bien qu'il y ait des variétés régionales, donc des dialectes, bien qu'il y ait des standards nationaux, donc des standards nationaux dans tous les pays. Et ça pose aucun problème. En anglais, c'est pareil. Il y a ce qu'on appelle American English, British English, mais on parle toujours de l'anglais. Et on ne dit pas à l'école, j'apprends l'américain ou j'apprends le britannique. Et on apprend l'anglais. Donc, c'est un obstacle, une barrière mentale dans nos têtes. Il n'y a aucune différence entre l'occitan, ce qu'on appelle le languedocien, la lingua nostra, un patois, bon là c'est méprisant, mais c'est toujours la même chose. Une très belle langue, mai che mai rico, mai che mai importante. Donc voilà, c'était un peu bon, là j'ai un peu digressé. Non, non, c'était très, très intéressant. Et puis, c'est super que vous ayez pu lier la question précédente à la question du chat que j'allais vous poser. Donc, comme ça, vous devancez complètement la discussion. Du coup, je vais vous poser une dernière question. Je me permets de dépasser un tout petit peu parce que je trouve que la discussion est très intéressante. On se demandait, est-ce que vous avez présenté les préconisations, les 10 préconisations que vous nous avez présentées, est-ce que vous les avez déjà présentées au milieu occitan, peut-être à des militants notamment, et si oui, est-ce que vous avez eu des retours, comment est-ce que ça a été reçu du coup? Ben, en fait, pas encore. J'en ai parlé, bon, certes, lors de mes séjours en Occitanie, mes séjours estivaux en Occitanie, en parlant à des professeurs, des linguistes, des professeurs d'occitan. Mais normalement, ils disent tous, bon, c'est bien ce que tu fais, tu as raison, c'est important. Donc, ils sont plutôt d'accord. Mais parfois, en parlant de tout ce qui est sociolinguistique, les gens ont du mal à comprendre, par exemple, la standardisation. Il faut aussi dire que je suis normalement toujours dans le Tarn-et-Garonne. Et là où on parle un occitan plus ou moins standard. Donc, ça pose aucun problème. Si je parlais de tout cela en Provence, cela serait peut-être différent. Donc, je reste toujours dans un milieu plutôt pro-standard et pas contre. Donc, ça ne crée pas de débat très vif. Mais normalement, les gens sont d'accord. Ce qu'il faut, et là, c'est le professeur, moi qui parle, le professeur de langue. Voilà, là, c'est une question qu'il faudrait poser à Loplo, qui a fait des travaux là-dessus. Donc, ils sont d'accord, mais tout ce qui est didactique, ça, c'est important. C'est la coopération, c'est l'ouverture au monde, c'est l'ouverture à tout ce qui est hors école qui est important. Et là, il faut miser sur la production créative, artistique, pour les médias, tout ce qui est voilà, la presse, aussi la littérature. Donc, il faut que l'occitan pénètre tous les domaines de la vie quotidienne pour que l'occitan ait une fonction sociale globale. Et là, on est tous d'accord. Parfois, on a des problèmes terminologiques, mais en parlant des variétés, des standards, mais on est tous d'accord qu'il faudrait voilà, extérioriser l'enseignement, qu'il faut libérer un peu l'occitan de la salle de classe pour qu'elle puisse renaître en dehors de l'école. Ce qui est un peu déjà fait, mais il faut quand même renforcer cette deuxième vie, cette renaissance de l'occitan en dehors de l'école. Et là, normalement, tout le monde est d'accord. Merci beaucoup, Alexander, pour cette réponse et pour toute la conférence. Alors malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Je sais qu'on n'a pas répondu à absolument toutes les questions concernant la question donc, qui porte sur le nombre de familles parlant l'occitan à la maison. Je vois que Gaëlle a déjà répondu dans le chat. On n'a pas la réponse sous la main là tout de suite comme ça, mais on vous rappelle que donc on a le document des résultats de l'enquête sociolinguistique qui a été menée
piloté par l'OPLO en 2020 est téléchargeable sur notre site internet, tout le PDF avec les résultats. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter, il est en libre accès. Voilà, donc je vous remercie encore une fois, Alexander, pour cette conférence. Je tiens à remercier également le public qui est resté jusqu'au bout de cette conférence. J'espère que ça vous a intéressé, sachant qu'on n'a pas forcément eu le temps d'aborder toutes les questions qui pouvaient vous intéresser. N'hésitez pas, si vous voulez poser des questions spécifiques à Alexander, vous pouvez nous contacter l'OPLO directement via le formulaire de contact sur notre site internet et nous, on transmettra la question ainsi que vos coordonnées à Alexander pour que vous puissiez entamer la discussion si cela vous intéresse. La vidéo de la conférence sera normalement mise en ligne sur la chaîne YouTube de l'OPLO, donc vous pourrez la re-regarder et puis éventuellement pouvoir la faire passer aux personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous. Et puis, j'en profite également pour vous annoncer que le deuxième épisode des 10 mars de l'OPLO se déroulera au mois de février. Alors, je n'ai pas encore une date précise à vous donner, mais je peux déjà vous donner le nom de notre prochaine invitée qui sera Carmen Allen Garabato, professeure des universités à l'université Paul Valéry de Montpellier. Elle nous a proposé une conférence, alors elle ne m'a pas encore donné les détails, mais qui parlera de l'Occitan et du secteur économique, ce qui fait totalement le lien du coup avec certaines des préconisations d'Alexander. Donc on va essayer de filer un petit peu tout ça. Voilà. Et puis également, donc comme on n'a pas encore de date à vous annoncer, ce que je ferai, c'est que comme j'ai les mails de tous les inscrits, eh bien, je vous enverrai un mail dès que j'aurai la date et le titre de la conférence pour que vous puissiez, si vous voulez, déjà noter ça dans votre agenda avant qu'éventuellement ce soit mis en ligne sur le site internet. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Je vous remercie encore de votre participation et j'espère vous retrouver au mois de février pour le prochain numéro des 10 mars de l'OPLO. Adichat à toutes et à tous. Alicia, c'est bună serada. Bună serada.